Propose de continuer cette journée avec une présentation de 5 actions innovantes qui ont été portées par des doctorants, des étudiants, des chercheurs et des postdocs. Et cette année, on a axé vraiment ces présentations sur l'interdisciplinarité, le travail entre les disciplines, et aussi avec des partenaires socio-économiques. Et on va commencer en accueillant 4 doctorants, Maëlys, Zoé, Clément et Ogba, qui vont nous parler de leurs travaux et de comment ils vivent l'interdisciplinarité. Voilà, je laisse la petite zapette et puis... Merci. On va d'abord commencer par se présenter un petit peu individuellement, juste pour vous aider. Le projet Rose Magenta, c'est Clément et moi. Et le projet en vert sur les slides, c'est Zoé et Ogba. Voilà. Donc, alors pour commencer, moi je suis en géographie, donc je m'appelle Maëlys, je travaille à l'ENS de Lyon au sein du laboratoire EVS et je travaille sur la reconnaissance et le vécu des pollutions causées par les inondations. Alors pour moi, les inondations, elles perturbent le métabolisme urbain, c'est-à-dire l'inscription des sociétés dans leur environnement via l'extraction, la transformation, la circulation et aussi le rejet de matière. Et ces inondations, elles vont déplacer ces matériaux hors des réseaux métaboliques et ces matériaux vont être reconnus comme des pollutions. Et pour étayer ce raisonnement, moi je m'appuie sur la définition constructiviste de la pollution par Marie Douglas qui nous dit que c'est une matière qui n'est pas à sa place. C'est par exemple les matières fécales qui vont être déplacées hors des réseaux d'égouts quand les inondations viennent saturer ces réseaux. Donc dans un premier temps, moi ce que je cherche à faire, c'est à définir ces pollutions en étudiant le discours des gestionnaires, des médias et aussi des scientifiques, les discours que j'appelle dominants, que je vais ensuite confronter au discours des sinistrés, pour déterminer si ces pollutions causées par les inondations, elles sont un problème social. Et enfin, je vais chercher à cerner la diversité des faits avec la pollution auprès des habitants, en ayant une attention aux émotions. Donc mes terrains étudiés de façon multiscalaire se trouvent en France et au Québec. J'ai collecté des entretiens, des corpus de presse, mais aussi des corpus photographiques que j'analyse de façon quantitative et qualitative. Et du coup, voilà quelques résultats pour vous donner envie de discuter avec moi. Alors, en termes de caractérisation, de définition, en fait, sur l'ensemble des entretiens menés avec les scientifiques qui étudient les inondations et que j'ai rencontrés, j'ai dénombré 164 références à la pollution causée par les inondations que j'ai tout de suite classées ici en 8 types de pollution. Et on voit que les scientifiques, ils associent principalement la pollution des inondations à l'eau, aux micropolluants, aux débris et au rejet d'eau usée. En fait, il y a une diversité donc, de pollutions citées qui reflète aussi une absence de définition claire de ces pollutions et qui empêche que ça devienne un problème au sein de cette arène. C'est aussi le cas chez les gestionnaires pour d'autres raisons et aussi dans le corpus médiatique. Et du côté des sinistrés, ces pollutions, elles ne sont pas non plus envisagées comme un problème prioritaire. Néanmoins, donc, à travers les photographies post-catastrophe, c'est la photographie numéro 1 ou les photographies que j'ai prises des différents processus, dispositifs d'anticipation et de réparation, photographie numéro 2 ici, on mesure l'influence du contexte spatial dans la reconnaissance des pollutions. Les Québécois, par exemple, ont davantage insisté sur la moisissure. Ici, vous avez un produit désinfectant. Et les Français ont davantage insisté sur les hydrocarbures. Là, c'est des cuves de mazout qui ont été renversées par les pollutions animales. Par les inondations, pardon. Voilà. Merci. Bien, donc moi c'est Clément Fagot, donc je travaille aussi sur les pollutions causées par les inondations urbaines, mais moi mon travail il se fait à travers une modélisation expérimentale du transport de polluants lorsqu'on a des déversements locaux. Donc typiquement une bouche d'égout qui déborde en surface de rue, un camion qui vient se faire renverser et qui relargue ses produits toxiques dans la rue. Et donc l'objectif de ma thèse c'est de comprendre les mécanismes de transport dans un réseau de rue inondé. Où va-t-on trouver les zones de forte et faible concentration? Où est-ce que le polluant il va se mélanger principalement? Donc typiquement, donc, je travaille sur un modèle urbain simplifié, une sorte de maquette de ville en 3D qui se trouve à INRAE. Et dans cet écoulement, on vient relarguer une pollution fictive. Ici, c'est du colorant bleu. Et comme vous pouvez voir sur l'image, ici, donc là, c'est une vue du dessus de mon modèle urbain qui représente un centre de ville très simplifié où on a un pâté de maison, un îlot urbain,
Donc il y a 4 rues adjacentes, on a 2 entrées et 4 sorties. Et dans l'entrée numéro 1, on envoie une pollution fictive. Et qu'est-ce qu'on peut voir sur cette image? C'est qu'il y a des intersections, on peut avoir des ouvertures, donc des échanges latéraux entre la rue et le pâté de maison, ou bien même on peut avoir des débordements du réseau d'assainissement ou des drainages, et donc des échanges verticaux entre rues et réseau d'assainissement. Et donc ma thèse s'articule autour de 3 questions scientifiques. La première, elle va porter sur l'efficacité des processus physiques, typiquement faire le lien entre l'hydrodynamique, les vitesses, les débits, les hauteurs d'eau, avec les concentrations en polluants. La deuxième question va s'intéresser à l'influence du lieu d'injection sur la distribution de polluants. Typiquement, on a pu montrer que si on faisait varier le lieu d'injection, donc cette bouche d'égout sur le trottoir, ou bien au centre de la rue, ou bien sur l'autre trottoir, donc on fait varier transversalement, ça jouait énormément sur la distribution de pollution. Et pour finir, donc je travaille actuellement sur un stockage de polluants à l'intérieur du pâté de maison. Donc typiquement, on a une ouverture ici, là on a 3 ouvertures. On peut voir des cartographies de concentration où en jaune on a des fortes concentrations, en bleu des faibles concentrations. Et on a pu montrer, suivant le nombre d'ouvertures, que le temps de stockage était différent. Et il en va de même pour l'hétérogénéité spatiale des concentrations. Bonjour, moi je m'appelle Zoé Yanouzi, je suis doctorante au sein du laboratoire LENA à l'ENTPE et du laboratoire DIP à l'INSA de Lyon. Je travaille sur le sujet de thèse suivant, c'est l'identification des sources et des voies de transfert des microplastiques dans les hydrosystèmes urbains. Ma thèse, elle a été pensée pour remonter à la source de la pollution. Donc dans mon premier axe de thèse, je m'intéresse principalement à la signature urbaine. Est-ce que la contamination microplastique a une signature urbaine particulière? Et les premiers résultats montrent que sur la figure 1, on a des concentrations de microplastiques qui sont significativement beaucoup plus importantes dans des bassins de rétention, donc principalement dans les eaux pluviales, qui viennent d'un bassin versant principalement industriel et urbain. Donc l'occupation des sols a un impact sur la concentration microplastique. La figure 2, elle s'intéresse plus à la diversité polymérique. On remarque qu'on a une diversité polymérique plus importante. On retrouve entre 10 et 11 types de polymères dans les bassins industriels et urbains plutôt que dans les bassins agricoles et hétérogènes. La suite de ma thèse, c'est de s'intéresser au transport des microplastiques dans les eaux pluviales et d'étudier du coup les voies de transfert. Donc ça, c'est l'axe 2. On va essayer de regarder le déterminisme hydrologique des microplastiques en milieu urbain. Donc pour cela, on échantillonne différentes pluies à l'entrée d'un bassin de rétention qui s'appelle Django Reinhardt à Chassieux, qui est très étudié par les chercheurs qui travaillent sur l'eau à Lyon. Et du coup, je regarde le lien entre le déterminisme hydrologique, l'intensité de pluie, les caractéristiques d'une pluie et les concentrations de microplastiques. Et enfin, une fois qu'on se sera intéressé aux voies de transfert, on peut remonter à la source. Et donc pour cela, je vais regarder le bassin versant. Donc c'est la figure 4. Le bassin versant de Django Reinhardt et principalement les sous-bassins versants. Donc je vais échantillonner différents avaloirs et regarder ce que je retrouve au fond de ces avaloirs en concentration microplastique pour avoir un peu une idée de la spatialité des microplastiques dans le bassin versant et essayer de remonter à des zones sources qui sont à l'origine de la pollution. Bonjour, je suis Ogba Mostefaoui, je suis doctorant au LMFA à l'INSA et à l'IMP aussi à l'INSA. Et contrairement à Zoé qui s'intéresse aux sources, moi je m'intéresse au transport de microplastiques, notamment à travers la structure qui est le déverseur d'orage, qui est la principale source de pollution en microplastique vers l'environnement. Les objectifs de ma thèse sont les suivants. C'est d'abord de comprendre les mécanismes de transport de ces microplastiques que je représente avec des microparticules modèles au sein de cet écoulement et au sein du déverseur d'orage. Et dans un second temps, et le but in fine, c'est de développer un code analytique de transport de microplastiques en vue de pouvoir être adapté à tous les hydrosystèmes et à des structures clés. Pour ce faire, on a décidé de prendre une approche expérimentale de laboratoire qui s'articule et qui se décompose en 3 différentes tâches. La première tâche, c'est d'abord, et elle se fait cette tâche à l'IMP, de créer des particules modèles représentatives des microplastiques. Donc on a élaboré un protocole de fabrication ici de particules sphériques fluorescentes de taille et de densité variable en vue de pouvoir, au sein de la tâche 2, utiliser des particules en vue de caractériser l'écoulement
qui nous intéresse, à savoir la bifurcation qui représente un déversoir d'orage simplifié modèle, et en combinant les particules et l'analyse fine de l'écoulement, la troisième tâche, c'est d'étudier le transport de ces particules modèles au sein de l'écoulement qu'on a caractérisé et de pouvoir en déduire des grandeurs physiques clés telles que les temps de résidence, les temps caractéristiques les modalités de transport. Et pour ce faire, on a utilisé donc 5 particules différentes de taille entre 150 microns et 1 mm, de 3 polymères différents, donc du PMMA, du PE, du PET et du PS, enfin 4 polymères différents. Et on les a ensemencés ici, comme vous pouvez voir sur cette figure, sur des lieux d'injection un peu comme Clément, des lieux d'injection clés à l'amont de la bifurcation et ici de la zone de recirculation qui permet de mettre en exergue des paramètres de transport qui nous intéressent. Bien, donc à présent, on va discuter ensemble de la mise en place des projets interdisciplinaires, donc de sa genèse jusqu'à la création de thèse GRAP, donc pour Maëlys et moi, ou bien même pourquoi Zoé et Ogba ont été amenés à travailler ensemble. Donc on va commencer du côté Maëlys et moi, donc en parlant de la genèse de ce projet interdisciplinaire. Donc à savoir, donc moi avant ma thèse, j'ai travaillé dans un stage, dans le cadre de mon stage de fin d'études au laboratoire LMFA, où j'ai travaillé sur les pollutions en rivière à travers une modélisation expérimentale. Et j'ai pu me former pendant ces 6 mois aux techniques de mesure, à la compréhension des phénomènes physiques. Et l'idée d'une thèse sur les pollutions en inondation urbaine qui a été initiée par Emmanuel Mignot, Sébastien Proust et Emeline Combi, et en fait est dans la continuité de mes premiers travaux de recherche. Et typiquement, en fait, j'avais besoin dans mon modèle expérimental d'adapter ce modèle à des données de terrain, des cas réels. Et évidemment, de par la durée de la thèse et en plus par mon manque de formation initiale sur le traitement de données de terrain, sur le vécu, la représentation de ces pollutions, l'idée d'une deuxième thèse a émergé pour être grappée à la mienne. Donc, et donc, Emeline Combi a porté donc ce projet de thèse avec Yves Lelay, donc tous les deux du laboratoire EVS, Emeline à Lyon 2 et Yves à l'ENS. Et du coup, moi, j'ai candidaté à cette thèse qui a tout de suite été pensée dans un contexte d'interdisciplinarité. L'EUR H2E a accepté de financer 50% des 2 thèses et en complément, l'école urbaine a financé le reste. Contrairement à Maëlys et Clément, pour qui leur thèse a été pensée ensemble, tout en étant par nature multidisciplinaire, interdisciplinaire, nos 2 thèses ont été pensées indépendamment l'une de l'autre, tout en étant complémentaires. En effet, c'est venu d'un projet autour de la place lyonnaise de travailler collégialement sur la thématique des microplastiques. Ma thèse, donc encadrée par Emmanuel Mignot et Diego Lopez au LMFA et Valérie Massardier-Najotte à l'IMP, a été financée par la bourse Enjeux-Environnement de l'INSA. Précédemment, j'ai obtenu le label de Master H2O et j'ai bénéficié très récemment d'une extension de thèse de l'EUR de 6 mois. Et en ce qui me concerne, ma thèse, elle est aussi encadrée de manière assez pluridisciplinaire. J'ai 4 encadrants, Brice Mourier en sciences de l'environnement, Rémi Bayard plutôt en chimie, Ghislain Lippé-Mécouilly en hydrologie urbaine et Philippe Olomé en économie, qui était à la base de ma formation initiale. Et c'est une bourse, j'ai obtenu une bourse de l'école doctorale de chimie et donc financée par l'INSA de Lyon. Donc au début, en fait, avec Ogba, on s'est rencontrés par le biais de Ghislain qui nous a indiqué qu'on faisait des thèses qui pouvaient être assez complémentaires. Et donc Ogba est très vite venu me rencontrer, notamment pour avoir des données réelles des caractéristiques des microplastiques en milieu urbain, puisque j'avais du coup beaucoup de données sur les eaux pluviales notamment. Et de là, je lui ai présenté mon protocole, on a pas mal discuté sur mes résultats, mais c'était vraiment une demande de sa part pour avancer sur sa thèse. Il avait besoin de ces données. Il n'y avait pas vraiment de retour aussi pour moi. Enfin, moi, je n'avais pas d'intérêt dans sa thèse pour la mienne. C'était plutôt dans un sens. À la suite de ça, après plusieurs discussions ensemble, lors de journées thématiques autour des microplastiques, et pendant des conférences sur ce sujet, je me suis rendu compte que mon protocole de fabrication de microparticules
était représentatif physiquement, mais il ne l'était pas chimiquement. On a donc décidé d'apporter un protocole de vieillissement chimique par photooxydation UV, mais à la suite de ça, je n'avais toujours pas de données de la dégradation chimique. Je pouvais m'appuyer que sur des études de laboratoire et mes propres dégradations. Je n'avais pas de données de vrais microplastiques sur le terrain, et Zoé pouvait m'apporter ça. En effet, moi j'avais beaucoup de données qui étaient non exploitées, notamment sur les types de polymères. C'était quelque chose qui n'était pas intéressant dans ma thèse en tant que telle. Je ne vais pas m'intéresser à la dégradation des polymères, regarder plus précisément les spectres, comprendre la dégradation, etc. Mais c'est vrai que c'était une donnée que je possédais et qui venait intéressante si je pouvais la comparer avec les données de Ogba, parce que là, du coup, il y avait un intérêt de sortir un petit peu de ma thèse, mais d'aller sur quelque chose de très intéressant et que je pourrais quand même valoriser derrière. C'est donc à ce moment-là, après plusieurs discussions entre nous sur le fait de pouvoir valoriser des données que je n'avais pas et que Zoé dont elle ne se servait pas, qu'on a décidé de mener une étude collaborative et comparative de la dégradation que j'ai faite moi de microparticules et de films de polyéthylène en laboratoire et la dégradation de vrais microplastiques collectés dans le bassin de Django par Zoé. On va donc maintenant vous présenter les résultats de nos collaborations interdisciplinaires respectives. Donc pour commencer, donc nous on a travaillé sur, donc, comme on l'a expliqué juste avant, une étude comparative de l'état et du type de dégradation d'un polymère très précis qui est le polyéthylène, qui est un des polymères les plus présents dans l'environnement, d'où l'intérêt de l'étudier. Et on a regardé du coup comparer la dégradation de particules provenant du bassin Django-Reinhardt, donc sur plusieurs types d'échantillons, des sédiments, des matières en suspension, mais également de l'eau. Comparer ça aux particules vieillies artificiellement par Ogba en laboratoire par de la photooxydation UV. La collaboration a vraiment bien fonctionné, déjà parce que les résultats sont très intéressants. Sur la figure 5, on voit bien que le vieillissement des particules de Ogba, donc de 0 heure à 40 heures, elles arrivent en fait elles rejoignent mes particules qui sont donc les 3 points rouges, et ça représente bien la dégradation abiotique des microplastiques. Et en fait, la différence avec le milieu environnemental, c'est qu'en plus de ça, mes particules, elles ont une dégradation biotique liée aux matières organiques qui sont présentes dans le bassin. Et du coup, la figure 6 permet également de bien montrer que nos protocoles fonctionnent, que son protocole fonctionne, puisqu'on a des particules d'EPE qui ont sensiblement les mêmes spectres. Donc il y a quelque chose de gagnant-gagnant, puisque le protocole d'Ogba s'avère pertinent pour reproduire des particules de polyéthylène qui sont présentes dans l'environnement. Et moi, ça me permet également d'être sûr que la façon dont j'identifie mes particules dans l'environnement est représentative d'un polyéthylène vieilli. Et grâce à ça, on a surtout écrit un article qu'on va soumettre sous peu. Donc, en conclusion, notre collaboration, comme l'a dit Zoé, elle a très bien fonctionné. On a réussi à prendre parti de ce qui nous manquait à l'un et à l'autre et de créer des connaissances nouvelles sur le sujet de par cet article scientifique qu'on va publier très prochainement. Et on a aussi réussi à dégager du temps sur nos projets de thèse respectifs, car ce projet n'était pas pensé initialement. Et on pourra faire valoriser ce projet-là à l'avenir dans nos futures carrières. Du coup, de notre côté, notre collaboration, elle s'est faite à travers d'abord de nombreux échanges et même des réunions avec nos 4 directeurs pour avancer, pour se tenir au courant de nos protocoles méthodologiques respectifs, de la production des résultats et même penser éventuellement aussi l'exploitation en commun de ces résultats. De plus, donc, pour essayer de comprendre comment nos travaux interagissent, c'est que déjà, dans un premier temps, on a pu trouver un résultat en commun, c'est qu'il y a un manque de connaissances portant donc, sur les pollutions causées par les inondations urbaines au sein de la sphère scientifique. Donc ça a pu être mis en évidence par un travail d'état de l'art, donc on a compté à peu près une petite dizaine de papiers portant sur ça, et en plus, ça a été mis en lumière par Maëlys de par ses entretiens menés en début de thèse. Donc finalement, en fait, Maëlys, dans un premier temps, va pouvoir caractériser des situations réelles pour que je puisse adapter mon modèle expérimental. En effet, je travaille dans des conditions très simplifiées, très contrôlées, et il faut que mon modèle, en fait, s'approche le plus possible de situations réelles. Et donc, typiquement, quelles sont les sources de pollution ?
On a des bouches d'égout, des poubelles, des véhicules. Est-ce que ces pollutions vont s'introduire à l'intérieur de pâtés de maison et est-ce que ces pollutions rentrent-elles en contact avec des populations résidentes? De plus, donc là on entame la 3e année. Donc au bout de 2 ans de thèse, on a quand même un meilleur recul sur notre problématique et en fait nos travaux ils sont exploratoires, ils ont été menés en parallèle et finalement ils s'inscrivent dans une temporalité différente. C'est-à-dire que afin d'avoir des échanges le plus pertinents possible entre Maëlys et moi, il a fallu attendre des résultats mûrs de l'un pour que l'autre adapte sa méthode. Et typiquement, les résultats que j'ai obtenus sur le stockage de polluants dans un îlot urbain auraient pu servir à Maëlys au début de thèse, lorsqu'elle a mené ses entretiens sur sa thèse. Donc comme vous l'avez compris, ça a été un petit peu difficile pour moi d'utiliser en fait les résultats produits par Clément. Mais en fait, on veut insister sur quelque chose d'autre, c'est que comme on a certes travaillé séparément beaucoup, mais on a aussi continué à beaucoup échanger pendant nos thèses, et ben il y a des choses très intéressantes qui se sont produites, c'est-à-dire que les questions par exemple que se posait Clément en termes de durée ou encore de localisation de cette pollution en termes de stagnation sont aussi venus à interroger la façon dont moi j'ai construit par exemple mes grilles d'entretien pour les sinistrés. Autrement dit, Clément il a attiré mon attention sur des facteurs auxquels moi j'avais pas forcément pensé. Et puis le vocabulaire aussi très technique de Clément, ça m'a permis de m'acculturer au vocabulaire qui était également mobilisé par les gestionnaires que j'ai aussi rencontrés dans ma thèse. En fait, l'apport de l'interdisciplinarité, il peut se manifester autrement que par le croisement systématique des résultats. Et c'est ce qu'on va voir maintenant en parlant des apports indirects, mais non moindres, de l'interdisciplinarité. Le premier apport, c'est de dire qu'en recherche, on nous encourage tout le temps à dire d'où l'on parle, à se positionner, à se situer. Et nous, en choisissant de faire une recherche interdisciplinaire, on choisit aussi d'assumer le fait de faire une recherche collective. Qui va aller juger, qui va en tout cas questionner les évidences, essayer d'avoir moins de préjugés aussi disciplinaires. Et souvent, la thèse, elle est vue comme un travail assez solitaire. Et du coup, le fait aussi d'assumer de faire une recherche en collectif, c'est personnellement très rassurant. On partage les mêmes doutes, les mêmes phases de renoncement, mais aussi les petits succès quand même. Donc, c'est quand même très chouette. Voilà. Le deuxième point sur lequel on voulait insister, c'est que quand on s'intéresse à des problématiques environnementales, on est persuadés tous les quatre que c'est obligatoire de réfléchir avec d'autres disciplines parce que c'est un objet systémique, complexe et qu'en fait, il faut prendre le parti d'aller voir d'autres disciplines même si c'est plus compliqué et que ça donne des projets peut-être des fois un petit peu prise de tête, mais vraiment c'est obligatoire en fait de réfléchir comme ça et pour nous, c'était le message qu'on voulait faire passer également. Un autre point qui est non négligeable, c'est se faire comprendre et se comprendre. En effet, on vient tous de disciplines qui sont différentes et de par les points réguliers, les échanges qu'on peut avoir, on a l'obligation de clarifier un peu nos pensées et d'expliquer ça dans des termes intelligibles par l'autre et par les autres d'une manière générale. Donc ça nous permet de se rendre compte de la façon dont on présente les choses, de les questionner et de les remettre en perspective. In fine, ça permet de nous questionner sur véritablement ce qu'on fait et l'applicabilité de notre recherche. Et pour finir, donc aussi l'aspect visibilité. En effet, le projet interdisciplinaire ça peut jouer le rôle de vitrine où on peut se distinguer, où on peut s'identifier dans le monde de la recherche. Donc c'est un point important. Donc pour conclure, on vous a vu donc il y a des expérimentateurs, donc Ogba et moi, qui travaillons disons dans l'IRL, dans des conditions très simplifiées, très contrôlées, et on a besoin finalement de quantifier, de qualifier le réel par des données de terrain, par des entretiens auprès de Maëlys, par des prélèvements auprès de Zoé. Donc il y a eu des résultats en commun et des apports scientifiques, que ce soit au niveau de la posture de chercheur ou bien même en termes de qualité de recherche. Donc merci pour votre attention. N'hésitez pas, on ne mord pas. Merci.
merci pour votre présentation. Moi, j'ai trouvé très intéressant le regard que vous portiez, notamment l'apport finalement du terrain pour aller caractériser mieux les manips de labo. Et maintenant, moi, ce qui me touche aussi, c'est est-ce que, par exemple, OCBA, les lois de transport de plastique que tu vas développer, est-ce qu'après, elles peuvent pas être à nouveau implémentées dans le travail de Zoé? Et est-ce qu'il y a ce retour-là aussi, quoi? Ou est-ce que finalement, les manips de labo, elles restent déconnectées à jamais des enjeux de terrain? Non, l'objectif, pour ma part, c'est de pouvoir, grâce au modèle de transport, revenir sur le terrain. On a pris l'exemple d'un déversoir, on l'a simplifié, on l'a dégradé, pour être en mesure d'étudier ça de manière la plus propre possible et être sûr de nos résultats, pour ensuite adapter un modèle, le développer et le ramener vers le réel. Je ne sais pas si mon modèle pourra servir la thèse de Zoé comme... Elle voit plus ça d'un point de vue hydrologique et d'un point de vue bassin versant. Je ne sais pas trop dans quel contexte ça pourra s'adapter. Mais en tout cas, l'objectif, c'est de l'adapter au monde réel d'une façon ou d'une autre, de le fournir après ce code aux gestionnaires, aux agences de bassin. Je ne sais pas trop dans quelle mesure ça pourrait être adapté, mais mon objectif, c'est de réussir à ramener ça vers le réel. Plus de notre côté. Oui, l'idéal, ce serait que j'arrive... Enfin, l'idéal, ce serait évidemment qu'on arrive à exploiter ce que fait Clément sur le terrain, ou en tout cas, ça nous donne des... Enfin, je pense que... Je la refais. Quand on est géographe, on travaille à différentes échelles. Et c'est vrai que j'ai commencé avec l'échelle nationale, puis ensuite l'échelle de la ville, et ensuite l'échelle de la parcelle du quartier du sinistré. Et je pense que c'est là où ça se croise bien. Et c'est là où vraiment ça pourrait être intéressant ensuite d'injecter ce que Clément a trouvé. Mais en fait, comme l'a dit Clément, il y a un problème de temporalité concernant nos deux thèses, parce qu'en fait, on est sur deux sujets qui sont très exploratoires. Il y avait beaucoup de choses à faire de mon côté pour défricher, et pareil du côté de Clément. C'est pour ça que ça se rend compte peut-être un poil tardivement dans le croisement des échelles, mais c'est sûr qu'il y aurait des choses très intéressantes, en tout cas sur, par exemple, la stagnation. Ça, c'est quelque chose, on pense qu'il y a quelque chose, en tout cas, la stagnation de la pollution, ce serait par exemple à aller interroger chez les sinistrés qui, à mon avis, n'ont pas conscience que quand il y a de l'eau qui rentre chez eux, il y a, par exemple dans le cas de Nemours, beaucoup d'hydrocarbures qui vont stagner très longtemps. Et ça, c'est quelque chose, dans la représentation du vécu, qui mériterait d'être davantage questionné auprès des sinistrés. Est-ce qu'on a conscience? Et par exemple, une anecdote, quand j'ai commencé à questionner les sinistrés et que je leur posais à la fin de mon questionnaire des petites questions sur tout ce qui était enjeu de pollution, etc., j'ai quelques sinistrés qui m'ont dit en fait, on a laissé barboter nos enfants à la suite des inondations dans les flaques d'eau qu'il y avait devant chez nous. Et au regard de ce que vous nous posez comme question, ça nous fait beaucoup réfléchir. On n'est pas sûr que c'était une bonne idée, en fait. Donc, c'est aussi de travailler dans cette conscientisation, c'est un vilain mot, mais dans cette représentation de ce vécu. En tout cas, il y a des choses à faire, ça, c'est sûr. Il faudrait un joli post-doc ou de thèse. Voilà, ça, c'est le cas de terrain. Et disons que, par exemple, moi, par rapport à ce que je disais, des enfants qui vont être confrontés, qui vont être en contact de pollution, moi, je sais que, par exemple, je travaille sur l'intrusion de pollution dans un pâté de maison, donc au plus proche des habitants. Je sais que je peux remonter, il y a des papiers qui traitent de ça, sur le risque microbien d'être contaminé par une pollution. Donc, ça, c'est peut-être le point au final, mais voilà, moi, j'ai obtenu des résultats très récemment. Maëlys, donc, faut qu'on ait le temps d'un peu de décanter ça. Et puis, mais c'est sûr qu'il y a des choses à faire, ça, c'est sûr.